Si j'étudie la formation de ces grains de sable, alors je suis géologue. Mais si j'étudie comment ils s'écoulent quand ils sont secs, alors je fais de la mécanique et des structures granulaires. Si j'étudie les petites puces de sable qui les font bouger, alors je suis peut-être zoologue. Mais si j'étudie les gènes qui composent leur ADN, alors je suis généticien. Et si j'étudie tout ce petit monde dans son ensemble et quel sera sur lui l'impact de créatures comme moi, alors je suis écologue. Et si j'étudie le fait d'étudier tout ça, je suis quoi ? Saviez-vous qu'il y a seulement 4 siècles, le siècle de Galilée, de Pascal, de Descartes, eh bien ce qu'on appelle aujourd'hui la physique était en fait une partie de la philosophie. On appelait ça la philosophie de la nature. Le livre dans lequel Newton révolutionne la physique, dans lequel il énonce la loi de la gravitation universelle, s'appelle tout simplement les principes mathématiques de philosophie naturelle. À cette époque, la science était donc inclue dans un savoir plus large, la philo. Ce qui pourrait ressembler à un grand et beau continent unique de la connaissance, une Pangée des savoirs, a eu ensuite tendance à se diviser. Plus l'expérimentation et la mathématisation se sont développées et ont été appliquées à des problèmes précis, plus la spécialisation des savoirs s'est accentuée. La science a non seulement commencé à se diviser en un grand nombre de disciplines, mais elle a aussi divisé ce qu'elle étudiait. Chaque discipline s'est progressivement définie par l'objet auquel elle s'intéresse, comme si elle pouvait l'isoler du reste du monde. Chimie des processus biologiques, physique de la matière condensée, Chimie des matériaux hybrides, atomes et rayonnement, physique de l'intérieur de la Terre, chimie du solide et de l'énergie. Bref, il y a eu beaucoup d'avantages à cette spécialisation, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les inconvénients. Au premier rang desquels, le fait qu'on a oublié que les objets qu'on avait isolés et simplifiés pour mieux les comprendre sont en fait toujours liés les uns les autres. On a en fait oublié que la réalité qu'on étudie est toujours complexe. Tout simplement. Ok mec, ça c'est bon. Et là, je vais devoir faire une pause. Pour pouvoir continuer, il faut que je vous explique ce qu'en science on entend vraiment par le mot complexe. Un système complexe, c'est un système dans lequel il y a un grand nombre d'éléments qui sont en interaction les uns avec les autres. Par exemple, un banc de poissons, ou un vol d'oiseau, ou un mouvement de foule, ou le corps humain, ou le système solaire. Mais on va prendre un banc de poissons, c'est plus simple. Même si c'est... Enfin. Quand on regarde un banc de poissons évoluer sous l'eau, on a l'impression d'une grande cohérence. On a l'impression qu'ils se sont passé le mot, qu'il y a comme un chef d'orchestre qui dirige la manière dont tous ces poissons jouent en même temps la mélodie de leur déplacement. Alors qu'en fait, il n'y a pas de chef d'orchestre dans un banc de poissons, il pourrait y avoir un chef de meute comme chez les loups, mais c'est pas le cas. L'explication de ce phénomène est en fait toute simple, il suffit que chaque poisson présent dans le banc suive une règle précise qui fasse évoluer son mouvement en fonction de celui des autres. C'est une règle qu'on peut écrire de manière mathématique, par exemple une règle qui consiste pour chaque poisson à maintenir constant l'écart qu'il a avec chaque poisson autour de lui. Il y a 2 leçons qu'on peut tirer de ça. La première, c'est que le mouvement de chaque poisson, de proche en proche, influence celui de tous les autres, qui en réagissant, influence en retour le mouvement du premier poisson, et ainsi de suite. Il y a une circularité qu'on appelle une boucle de rétroaction. Et la deuxième leçon, c'est qu'on doit considérer ce phénomène à différentes échelles pour bien le comprendre. Le niveau de chaque poisson individuel, mais aussi le niveau de l'ensemble des poissons qui apparaît quand plusieurs poissons se rejoignent, et qu'on appelle un niveau émergent. Ces 2 niveaux, le niveau individuel et le niveau du groupe, sont aussi dépendants l'un de l'autre. Voilà, la parenthèse sur les bancs de poissons est refermée. Revenons-en donc à nos disciplines scientifiques. On parlait de ça avant. Il y a un philosophe qui a choisi d'appliquer ce que l'on sait des systèmes complexes, non pas aux objets qu'on étudie en science, mais à la science elle-même. Edgar Morin, les sciences de la complexité pour comprendre la complexité des sciences. Le premier point évident, on l'a vu, c'est que la science est composée d'un grand nombre de spécialités qui produisent chacune un grand nombre de connaissances qui sont en interaction les unes avec les autres. Par exemple, si je crée une nouvelle loi en physique, je vais devoir l'adapter à celle déjà existante, mais je vais peut-être aussi modifier d'anciennes lois pour qu'elles collent avec ma théorie. Ma nouvelle loi va peut-être inspirer d'autres chercheurs dans d'autres domaines qui me pousseront à préciser ses possibilités d'application et ses limites. Ensuite, pour créer une connaissance scientifique, eh bien je dois être un être humain. Je dois donc avoir un cerveau, un corps, je dois aussi avoir un langage, appartenir à un groupe social avec sa culture et ses codes. La production du savoir peut donc être étudiée à un grand nombre de niveaux. Elle est multiniveau. Mais dans ce tableau de la connaissance, il manque un niveau, celui de la science qui se réfléchit elle-même. Pour faire simple, le recul, le regard global qu'on peut avoir sur le banc de poissons, eh bien il faut qu'on l'ait aussi sur la connaissance. Mais dans ce cas, on en fait aussi une nouvelle connaissance, qui porte sur la connaissance. Pour le philosophe Edgar Morin, cette
connaissance de la connaissance est encore trop peu développée et il y consacre un livre entier. Nous allons tenter de situer le combat pour la vérité aux nœuds stratégiques de la connaissance de la connaissance. Waouh! Ensuite, cette position de recul, cette réflexivité dont on a crucialement besoin pour Morin, eh bien c'est quand même le terrain de jeu favori de la philosophie, depuis longtemps en fait. C'est même presque ce qu'il a défini. L'étude des fondements de la connaissance, de ses possibilités, de ses limites, de ses caractéristiques, a en effet pour origine la philo. Ce monsieur en est la figure emblématique, on en reparlera forcément dans une prochaine vidéo. La science s'en est ensuite emparée, en particulier dans la seconde moitié du XXe siècle, avec ce regroupement de disciplines diverses qu'on appelle les sciences cognitives. Elles ont pour point commun, comme leur nom l'indique, de s'intéresser à la cognition. Cognition. Ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la connaissance. Raisonnement, apprentissage, langage, mémoire, etc. Donc de s'intéresser en gros à la connaissance. C'est par exemple la psychologie, les neurosciences, la linguistique, les sciences de la décision, etc., etc. Mais selon Morin, la science et la philo, prises séparément, sont chacune impuissantes à fournir une connaissance de la connaissance vraiment satisfaisante. Malheureusement, tout comme la science s'est divisée en disciplines très spécialisées, eh bien la science et la philo ont eu progressivement tendance à faire bande à part également. Et c'est très problématique, non seulement pour la science, à qui ce regard sur elle-même fait trop souvent défaut, mais aussi parce que, comme le souligne Morin, la plupart des problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées actuellement sont intimement liés au progrès scientifique. Finalement, ce dont on a besoin, c'est de nous intégrer nous-mêmes à nos connaissances. Et pour ça, il faut développer un mode de pensée adapté qui intègre les leçons de la théorie de la complexité. On doit développer une pensée complexe. En militant pour une pensée complexe, ce que Morin suggère, c'est que science et philo ne sont peut-être pas à voir comme des disciplines ayant chacune leur objet, mais plutôt comme des modes de pensée qui peuvent s'attaquer au même problème avec des regards différents. Le regard philosophique, plutôt réflexif et spéculatif, et le regard scientifique, plutôt expérimental et quantitatif. L'objectif à atteindre, c'est donc d'observer un phénomène sous le plus grand nombre d'angles possible pour obtenir des vérités partielles à son sujet, les rassembler et en peindre le tableau le plus précis et le plus vaste possible. Très concrètement, on peut commencer par faire dialoguer les sciences entre elles au maximum, et on peut former les philosophes à la science et les scientifiques à la philo, pour que certains deviennent des spécialistes de la non-spécialisation et que d'autres puissent réfléchir de manière critique à leur propre savoir. Et si vous vous demandez encore ce que c'est que la philosophie des sciences, eh bien ce qu'on a évoqué comme la connaissance de la connaissance en est une bonne première définition. Bon ben en tout cas, moi, je vais aller me baigner dans l'océan de la connaissance, hein. Mais non, c'est pas un océan, c'est un continent avec des péninsules. You insane. I think it's time for us to go.